Bonjour et très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine à 13 h. D'ailleurs, tout de suite, au nom de toute l'équipe et de la rédaction, je vous souhaite une très belle année. Et puis j'ai un vœu, oui, j'espère bien tisser au plus vite avec vous ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaut pendant 33 ans. Pour commencer, ne changeons pas les bonnes habitudes. Jetons un œil aux prévisions météo d'Evelyne Delia. Encore beaucoup de nuages et quelques flocons de la Loire aux Ardennes sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne corse. Du vent et des averses près de la Manche et dans le sud-ouest. Davantage d'éclaircies du Limousin au Roussillon. Côté température, toujours du froid. Pas plus de 2 degrés cet après-midi à Bourges, Strasbourg et Alençon. 3 à Reims et Grenoble. 5 à Nîmes et Bordeaux. 8 à Perpignan. Et quand même, 12 degrés à Bastia. Ce matin, il a neigé en pleine dans une dizaine de départements. Et cette neige, eh bien, elle a bien tenu, notamment en Ille-et-Vilaine, dans les Ardennes et aussi dans le Gard, où là, les habitants y sont un peu moins habitués. À Uzès, Aurélie Erel et Lucas Garcia. C'est un village qui d'habitude sent bon le sud et le soleil. Alors Uzès sous la neige ce matin, c'est un joli cadeau pour cette nouvelle année qui commence. Ça fait plaisir, surtout à Uzès, c'est vachement rare d'avoir de la neige. Donc du coup, là, on est tous très contents, je pense. C'est plus un paysage de garrigue, là, c'est vraiment la neige, quoi. Ça fait bizarre, vraiment, ça change de l'habitude. La place du marché, très appréciée des touristes au beau jour, se métamorphose sous cette fine pellicule blanche. La place aux herbes, c'est oui, vous seriez venu samedi, il n'y avait pas de neige et c'était très animé. Et là, c'est vrai que c'est particulier. Il y a plein d'endroits qu'il faut immortaliser. Quelques centimètres de neige qui donnent envie de redécouvrir la ville et ses monuments historiques. Ouais, c'est totalement magique. Ouais. C'est complètement blanc et là de voir tous ces beaux monuments historiques, et ces vieilles pierres avec toute cette neige dessus, ça change. Ces retraités de 85 ans n'ont pas hésité à chausser leurs après-ski pour en profiter. Ça me fait plaisir. J'adore la neige. J'aime bien marcher dans la neige à Cris. C'est calme, c'est serein. Mais sur la route, il faut redoubler de prudence. La neige tombe à gros flocons, la chaussée devient glissante et quelques ralentissements se forment. Ça bloque un peu, ouais, c'est toujours quand il y a un peu de neige dans le midi, quoi. On n'est pas habitué. Et puis on n'a surtout pas des peu de neige pour l'instant. S'il y a des côtes, ça sera de plus en plus difficile. Certains retombent en enfance, d'autres s'émerveillent devant ce tableau éphémère. Il ne devrait pourtant pas durer. Quelques flocons sont prévus cet après-midi, mais retour du soleil dès demain. Oui, et que l'on soit dans la neige ou pas, ce lundi, c'est jour de reprise. Une nouvelle année qui commence. Alors, comment allez-vous ? Le directeur général de la Santé vient de nous demander 4 mois d'efforts collectifs supplémentaires. Alors, est-ce que vous avez le moral ? C'est ce qu'ont voulu savoir ce matin Sébastien Ambert et Gauthier Delobette. Ils étaient à Bailleul et à Bergues, dans le Nord. Et si on effaçait 2020 comme sur cette ardoise, d'un coup d'éponge, aussi simple que cela ? Je ne vous cache pas qu'en posant la question ce matin, avez-vous le moral ? Je m'attendais à des réponses plutôt négatives. Et c'est tout le contraire. Sophie, par exemple, la bouchère de Bailleul, elle a le sourire derrière le masque. Ça s'est bien passé, Noël, Nouvel An, très bien, il y a eu du monde. Les gens sont corrects, mettent bien le masque, bien les distances, tout ça. À côté, ça sent bon la galette dans cette boulangerie, mais c'est le doux parfum de l'espoir qui donne le sourire aux clients. Ouais, ça va, ça va. Je dis, on va redémarrer sur une bonne année, on espère, quoi, bien sûr. Et un peu plus loin, devant les écoles, les parents se dépêchent. Il ne faut pas être en retard aujourd'hui. On rencontre Mathieu, paysagiste. Il est d'un optimisme à toute épreuve. Il voit le soleil partout. Le printemps arrive, les beaux jours vont arriver. Voilà, donc je pense qu'il faut garder le moral. Et puis voilà, tout va bien se passer. Bien sûr, personne n'oublie les victimes du Covid, ou encore les restaurateurs, les patrons de bars ou le milieu culturel. Mais ici, sur le marché de Bergues, ce matin, tout le monde à la pêche. Conquérante, conquérante. Ça roule ? Elle est en bonne santé. Ouais. Ça, c'est le principal et c'est tout. Ouais. Après, il faut vivre avec le temps. Qu'est-ce qui vous donne le moral ? C'est quoi le beau temps. Le beau temps. Le carillon Berg. Non, bon, ça va. Ça suit son cours. Hein. Le secret peut être un bon repas tout simplement ce midi, comme des courgettes farcies ou un peu de philosophie. Alain disait, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Alors bonne année.
Oui, et pour rester dans cet optimisme, eh bien, sachez que 2021 comptera 11 jours fériés avec la possibilité de 3 week-ends prolongés et 2 ponts. Quant aux prochaines vacances, celles de février, elles commenceront dans 33 jours. Le 6 pour la zone A, qui va de Bordeaux à Besançon. Une semaine plus tard, ce sera au tour des académies de Paris, Toulouse et Montpellier. Les familles de la zone B devront patienter jusqu'au 20 février. En attendant, donc ce 4 janvier, ces jours de rentrée, premier jour de semaine avec ce couvre-feu avancé à 18h dans 15 départements. 6,5 millions de Français au total sont concernés. Les enfants sont de retour à l'école, les familles doivent s'organiser. À Champagnole, dans le Jura, Séverine Agi et Thomas Gatti. C'est le lundi de la rentrée, avec de nouveaux horaires à respecter. 8h30 à l'école ce matin et un retour chez soi avant 18h ce soir, comme l'impose le nouveau couvre-feu dans le Jura. Je trouve ça quand même un peu restreint, d'autant plus qu'on sort du travail, on court un peu dans tous les sens. D'après ce que j'ai lu, il y aurait une autorisation pour la périscolaire. A priori, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Ça peut changer quelque chose à titre personnel pour aller faire les courses après avoir récupéré les enfants. Oubliez donc les achats en fin de journée et surveillez l'heure. Entre 18h et 6h du matin, à moins d'une dérogation, vous ne pourrez pas vous déplacer sous peine d'une amende de 135 €. 20h, c'était déjà assez tôt, mais là, 18h, c'est vrai que c'est compliqué, on ne peut plus rien faire, quoi. Mais après, il n'y a pas trop le choix. Le virus ne va pas se dire à 18h, je vais attaquer plus qu'à 20h ou à 22h. Ce qui est dommage, c'est que si les gens ne peuvent pas faire leurs courses le soir, ça va être la cohue le samedi dans les grands magasins. Pour certains habitants de Champagnole, l'avancée du couvre-feu ne va pas changer les habitudes. Je viens plus le matin, ça me fait sortir. Voilà. Moi ça gêne pas. Un retraité, ça gêne pas. Moi, je plains ceux qui travaillent. On va perdre 1h30 de travail. On va s'adapter. Je veux dire, c'est pas pire que les restaurateurs qui ne peuvent pas travailler. Un emploi du temps chamboulé pour de nombreux professionnels. Je suis sophrologue, j'ai des rendez-vous. Et bien sûr, j'ai des rendez-vous jusqu'à 19h. Donc évidemment, je suis obligée de revoir un petit peu mes horaires d'ouverture. En espérant que cette mesure, qui s'applique à 15 départements, permettra d'éviter un nouveau reconfinement. Et ce lundi, encore beaucoup de critiques sur la campagne de vaccination qui ne va pas assez vite. C'est vrai que les débuts sont laborieux. 516 Français vaccinés à ce jour contre 200 000 Allemands et près d'1 million de Britanniques. Pour accélérer le mouvement, le gouvernement autorise depuis ce matin la vaccination de tous les soignants de plus de 50 ans à Nancy. En Meurthe-et-Moselle, Guillaume Gruber et Christophe Annès. La dose est administrée en quelques secondes. Depuis ce matin à l'hôpital de Nancy, les soignants comme le docteur Maton se succèdent sans hésitation pour être vaccinés contre le coronavirus. Tout va bien, bien senti. Là, j'ai tout à fait confiance. Il y avait un soulagement d'abord. Les soignants sont aussi encore les plus exposés. Avant la vaccination, les soignants de plus de 50 ans sont interrogés sur leurs antécédents médicaux. Vous n'avez pas actuellement une infection particulière, pas de fièvre. Olivier travaille en réanimation. Pour lui, il faut montrer l'exemple. Je vais faire vacciner tous les ans contre la grippe et j'estime que la vaccination contre le coronavirus fait partie aussi d'un devoir du soignant et aussi pour rompre enfin cette chaîne de transmission qui perdure depuis 10 mois dans le pays. Un flacon de vaccin permet de préparer 5 injections, une opération directement réalisée sur place pour plus de sécurité. Dans le métier d'infirmière, c'est celui qui prépare, qui administre. Puisque moi je suis garante, je sais ce que j'ai préparé. Je suis aide-soignant, je travaille au milieu de patients justement qui sont malades et je pense que c'est important de montrer le bon exemple. Et puis pour moi et puis pour ma famille aussi, d'être protégé et puis de protéger les autres. L'hôpital de Nancy accélère les vaccinations. Il a déjà reçu 2000 doses et devrait en réceptionner 4000 de plus cette semaine. Là, ça nous donne déjà une perspective de 6000 vaccinations possibles dans les jours qui viennent, d'ici à la semaine prochaine, ce qui est quelque chose de tout à fait important. Dès demain, après-demain, on va commencer à vacciner au-delà de nos murs. En Meurthe-et-Moselle, la vaccination dans les EHPAD va commencer. D'autres soignants, comme les infirmières et les aides à domicile, auront accès dans les prochains jours à ce vaccin. Le but, protéger les personnes vulnérables qu'elles visitent.
Et l'une des explications des lenteurs de la vaccination, c'est que le gouvernement attendait la mise en place d'un fichier baptisé Système d'information vaccin Covid. Il entre en vigueur aujourd'hui. Caroline Bell, que va-t-il y avoir dans ce fichier Covid ? Eh bien, dans ce fichier, on trouvera toutes les données concernant les personnes vaccinées. Leur nom, la date, le lieu de la vaccination, qui a effectué l'injection, le numéro du lot. Et ces informations, eh bien, elles seront rentrées dans le fichier par le médecin qui sera présent au moment de l'injection. Et à quoi doit servir ce fichier alors ? Eh bien, en fait, il va d'abord servir à l'Agence nationale du médicament pour lui permettre de surveiller des effets secondaires et de prévenir très vite en cas de problème. Et puis, ce fichier, il servira aussi à l'assurance maladie pour organiser la suite de la campagne vaccinale. Car comme pour la grippe, dans les mois qui viennent, eh bien, des bons de vaccination seront envoyés d'abord aux plus de 75 ans, aux plus de 65 ans, aux personnes à risque. Et à partir du moment où vous acceptez cette vaccination, eh bien, vous acceptez que vos données soient intégrées à ce fichier. Dernière question, Caroline. On sait que l'Espagne a choisi, elle, de mettre en place un fichier des non-vaccinés. Est-ce que ça pourrait être le cas chez nous en France ? Ce n'est pas le choix du gouvernement français. Ces informations qui sont soumises au secret médical, eh bien, elles seront conservées 10 ans. Et la CNIL, qui veille sur la protection de nos données personnelles, elle a donné son feu vert à ce fichier, mais elle a aussi garanti qu'il y aurait des contrôles réguliers. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions, parce qu'évidemment, il y a des inquiétudes par rapport à ce fichier. Notez que la campagne de vaccination, ce sera le thème de l'émission de David Pujadas tout à l'heure à 18h sur LCI, canal 26. Nous, d'ici là, on s'arrête sur l'inquiétude qui monte encore d'un cran chez les restaurateurs. Le temps passe, les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons et ils croient de moins en moins à une reprise de leur activité le 20 janvier prochain. Florence de Juvigny et Audrey Delabre l'ont constaté à la Grande Motte. Quand pourra-t-on de nouveau hésiter entre le poisson et le menu du jour ? Les restaurants doivent rouvrir le 20 janvier, mais avec plus de 12 000 nouveaux cas par jour, au lieu des 5 000 espérés, rien n'est moins sûr. Ça nous manque un petit peu d'aller se faire des petits plaisirs dans les restaurants. On se pose la question aussi de savoir où sont les priorités et savoir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être mises en place pour leur permettre d'ouvrir de manière différente. Même qu'une vingtaine de personnes autorisées ou 30, mais qui les laissent travailler pour vivre quand même. Ici, des tables encore dressées et quelques mètres plus loin, ces locaux semblent condamnés. Partout, c'est l'inconnu et l'incompréhension. Quand vous allez au magasin, on est les uns sur les autres. C'est pas mieux, hein ? Lui dirige une plage privée. Installation prévue mi-mars. Mais en fait, il n'en sait rien. Le 20 janvier, ça m'aurait rassuré. Oui et non, parce que c'est pas... je sais pas. Franchement, on nous dit tout et n'importe quoi, donc c'est dans le flou total. Dans cet hôtel bar-restaurant, la vente à emporter leur permet de sauver à peine 12% de leur chiffre d'affaires habituel. On nous avait annoncé le 20 janvier depuis aujourd'hui, mais même depuis 15 jours, on sait que ça ne sera pas le 20 janvier. Et maintenant, on n'a quasiment plus de date. Depuis plus de 2 mois et demi maintenant, on tourne en rond. Et en fait, je pense qu'il ne se rend pas compte de l'impact psychologique que ça va avoir sur notre profession et sur l'ensemble des gens qui travaillent autour de nous. Ils sont passés d'une 50aine d'heures travaillées par semaine à 10 seulement. Sa mission désormais, guetter les aides de l'État. Les aides pour décembre ne sont toujours pas mises en place, donc ça veut dire qu'on ne peut toujours pas saisir notre demande d'aide pour le mois de décembre. Il va falloir tenir avec la trésorerie, et il en est persuadé, bien au-delà du 20 janvier. Oui, comment vont évoluer les consignes sanitaires? Difficile de le dire. On attend un nouveau conseil de défense dans les prochains jours. Les signaux sont inquiétants en France et aussi chez nos voisins britanniques. Là-bas, la situation sanitaire est catastrophique à tel point que ce matin, les écoles et les commerces non essentiels n'ont pas rouvert à Londres. Élie Stern et Lucie Barbazange sont nos correspondantes sur place. Le balai des ambulances est incessant devant les hôpitaux londoniens. 5600 malades du Covid sont hospitalisés dans la capitale britannique. C'est plus qu'en avril dernier. Depuis l'arrivée d'une nouvelle souche du coronavirus encore plus contagieuse, la Grande-Bretagne ne parvient plus à enrayer les contaminations et les habitants s'inquiètent. On a l'impression que ça se rapproche. De plus en plus de gens que l'on connaît sont testés positifs. Pour les commerces non essentiels ou les restaurants, pas de réouverture prévue avant de longues semaines. C'est vraiment bizarre, on dirait un film d'horreur.
J'ai l'habitude de voir des centaines de milliers de personnes ici. Malgré des restrictions dans tout le pays et un reconfinement de la capitale il y a 2 semaines, la situation est toujours très préoccupante avec plus de 50 000 nouveaux cas de coronavirus par jour. Presque 5 fois plus de nouveaux cas qu'en France. Alors ce matin, décision drastique dans la capitale et le sud-est du pays. Toutes les écoles restent fermées. L'enseignement se fait à distance, au moins 2 semaines. Le temps d'organiser des tests massifs d'élèves. On a déjà connu ça, donc l'école est en mesure de bien enseigner. Je me sens un peu nerveuse cette fois, car il y a une mutation du virus et on ne peut plus aller à l'école. C'est plus difficile. Cette famille a appris la fermeture de l'école primaire il y a seulement 3 jours. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Moi, j'aime bien apprendre avec mon papa. L'espoir d'en finir tient dans cette seringue. Un nouveau vaccin administré depuis ce matin. 530 000 doses sont déjà prêtes et l'entreprise AstraZeneca en promet bientôt 2 millions par semaine. Le Royaume-Uni est lancé dans la course contre la montre avec le coronavirus. On revient en France avec cette autre actualité à la une. L'émotion, toujours très vive en Alsace, après la mort samedi de 2 soldats tués au Mali par une mine artisanale. Le sergent Yvonne Wynne, 33 ans, et le brigadier Loïc Risser, 24 ans, appartenaient au 2e régiment de hussards d'Haguenau. Sur place ce matin, les drapeaux ont été mis en berne et un registre de condoléances a été ouvert à la mairie avant plusieurs cérémonies d'hommage prévues cette semaine. Philippe Vogel et Eric Schinks. Des drapeaux mis en berne, des fleurs et quelques mots anonymes devant le monument aux morts. À Haguenau, les cœurs des habitants battent à l'unisson en mémoire des 2 soldats tombés au Mali. Je suis sapeur-pompier et c'est des hommes de rang comme moi et c'est un hommage pour moi aussi de faire ça pour eux. Des jeunes, une mère, un fils, c'est terrible. Hein. Depuis ce matin, un livre de condoléances est ouvert à la mairie. On peut y laisser un message, un hommage en mémoire des 2 soldats morts en opération. J'ai passé quasiment une nuit blanche à l'annonce de leur décès. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'écrire un petit mot sur le registre de condoléances pour témoigner de notre affection aux familles? Installé à Haguenau depuis plus de 10 ans, le 2e régiment de hussards compte aujourd'hui environ 900 hommes. Des militaires très présents dans la ville ou à proximité. Leurs familles sont connues, l'émotion est très vive. Je suis maman, je suis épouse et je crois qu'on ne peut pas se mettre à leur place. Savoir simplement qu'il y a des gens qui s'engagent pour nous, pour une cause, rien que ça mérite un respect énorme. Le 2e régiment de hussards est unique en France, une unité blindée spécialisée dans la recherche de renseignements. Un hommage national est envisagé à Haguenau d'ici la fin de semaine. Et j'ajoute qu'une autre cérémonie sera organisée cet après-midi à Paris en hommage aux 3 autres militaires français tués 5 jours plus tôt au Mali. Des honneurs militaires funèbres leur seront rendus aux Invalides. Ce lundi, on retiendra aussi cette nouvelle agression contre des policiers. Cela s'est passé hier après-midi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. 2 agents ont été violemment pris à partie après un contrôle routier. Les tout premiers éléments avec Joséphine Devambé, Sébastien Maloiseau et Sophie Chevaleret. L'agression s'est déroulée ici, en pleine rue, hier après-midi. Sur cette vidéo amateur, 2 policiers procèdent à un contrôle. Très vite, la situation dégénère. Le conducteur n'a pas ses papiers. Il aurait fait mine d'aller les chercher et serait revenu avec une quinzaine de personnes. Les 2 agents sont frappés à plusieurs reprises. La personne qui filme, elle, encourage les agresseurs. Les 2 policiers ont été hospitalisés, l'un pour une épaule démise. Pour le syndicat SGP Police, le quartier est dit sensible, mais impossible de prévoir une telle violence. 90% de ce type de contrôle se passe tout à fait normalement et finit bien. Les policiers n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. On demande à un individu de présenter ses papiers, puis on se retrouve agressé par une quinzaine de mecs qui viennent vous tabasser au sol, donc bien sûr, ça n'est pas normal. Une personne a été interpellée peu de temps après les faits. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de l'agression et tenter d'identifier les auteurs.
On en vient à notre opération SOS Village. Avec vous, Dominique Lagroux, sans père, bonjour. On connaît l'importance et l'utilité de cette initiative. Alors dites-nous, combien d'annonces au compteur à l'heure qu'il est? Alors, pas de trêve pour SOS Village. Aujourd'hui, 9143 annonces disponibles sur le site que vous connaissez, www.sosvillage.fr. Allez-y, le site reste ouvert toute l'année, il est interactif et vous pouvez y découvrir toutes les annonces. Oui, beaucoup d'annonces et heureusement aussi beaucoup de reprises. Exactement, Marie-Sophie, comme ce salon de coiffure que nous allons découvrir ensemble. Figurez-vous que c'est Paulette qui nous a contactés. Elle a déposé son annonce sur SOS Village. Elle voulait prendre sa retraite, alors on lui souhaite une bonne retraite à Paulette. Et elle a retrouvé une remplaçante grâce à SOS Village. Il s'agit de Manon. Elle a 23 ans, Manon. SOS Village, un bon vent, on vous le souhaite. Manon, c'est dans le Puy-de-Dôme à Ambert, célèbre pour sa foume. Et c'est un reportage de Guillaume Frixon et de Céline Olive, nos correspondants sur place. Après 4 années d'apprentissage et 1 année en tant qu'employé à Clermont-Ferrand, voici Manon de retour dans sa ville natale pour diriger son propre salon à 23 ans seulement. Je pouvais pas mieux rêver, je crois. Donc énormément contente. Lorsque nous étions venus dans ce salon en février dernier, c'est Paulette qui nous avait accueillis et qui espérait bien prendre sa retraite grâce à SOS Village. Une annonce suivie de plusieurs mois de réflexion et Manon choisit de changer de vie. Ça a vraiment donné un coup de pouce du coup à ma décision. Je regardais la vidéo, je la regardais et je me suis dit allez c'est le moment, je me lance et c'est parti, me voilà. Tout juste retraitée, Paulette n'est jamais bien loin. Elle qui a tenu les ciseaux ici durant 38 ans. Ça fait drôle, hein. Je suis bien contente de rentrer de temps en temps dans le salon pour voir Manon et Isabelle. Ça vous manque un peu ou pas? Ah oui, ça manque quand même, hein, de voir du monde. Ça manque beaucoup. Alors si tout le monde connaît Paulette, tous ont envie de poursuivre l'aventure avec Manon. Oui, ah bah tu vois, alors tu voulais jamais... Moi, je craignais presque qu'il n'y ait personne qui reprenne, c'est très bien. Nous, ça ne change pas les habitudes. Donc on continue avec les jeunes et les anciens. Bon alors dites-moi tout. Bon, ils sont un peu longs, mais pas trop courts quand même parce qu'il fait pas chaud. Depuis plusieurs dizaines d'années, Daniel est un fidèle de ce salon à l'ambiance très amicale. Et aujourd'hui, c'est sa première coupe avec la jeune coiffeuse. Eh oui, ça a tardé. Il n'y a pas de problème. Le premier contact est parfait, donc j'imagine que la suite sera identique. Il n'y a que la coupe, j'ai pas encore vu. La finalité. Vous êtes pas mal. Je suis pas mal, d'accord. Je vous fais confiance. Hein. Une belle histoire pour un commerce de proximité qui n'a donc pas dit son dernier mot. Ah oui, on leur souhaite vraiment le meilleur à tous. Ce site SOS Village, il reste ouvert toute l'année. Vous l'avez dit, on peut se faire un petit état des lieux à l'heure qu'il est. Avec plaisir, on a fait le compte justement avec Sophie Perel qui s'occupe du site. Alors des reprises comme celle que nous venons de voir, il y en a eu une petite vingtaine ces 2 derniers mois, ce qui est beaucoup malgré la situation sanitaire difficile, avec notamment des boulangeries, des épiceries et des boucheries qui ont été reprises. Quant aux annonces disponibles, on était il y a un instant dans le Puy-de-Dôme, eh bien on y reste. Puisque c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il y en a le plus à consulter, près de 1500 annonces disponibles. N'hésitez pas, www.sosvillage.fr. Et puis, vous pouvez retrouver ce site SOS Village sur la JPP TV, dont l'adresse s'affiche. Et on salue Jean-Pierre. Effectivement, oui, on salue Jean-Pierre. Merci beaucoup, Dominique. Et puisqu'on parle des commerçants, eh bien voilà que les difficultés s'accumulent pour beaucoup à cause de la crise sanitaire. Cette année, ils sont nombreux à ne plus pouvoir payer leurs factures d'énergie. Vous voyez ces 2 témoignages recueillis dans le Loiret et le Lot-et-Garonne par Valentin Després et Alexandre Godin. Dans cet hôtel du Loiret, les chambres restent désespérément vides. Avec la crise, les clients ont déserté. La gérante doit pourtant continuer à entretenir l'établissement. On est obligé de chauffer, d'allumer l'électricité, et d'un parce qu'on a le logement de fonction, et de 2 pour que le bâtiment se conserve dans une qualité normale, même s'il est vide. Soit 800 € d'électricité à payer chaque mois, et en face, presque aucune recette. C'est très calme, très calme, et les semaines d'après, il n'y a aucune réservation. Avec son mari, ils ont pu reporter les factures d'électricité lors du premier confinement, mais avec le second, les voilà désormais endettés.
Leur fournisseur d'énergie réclame plus de 5 000 € sous peine de coupure. Une procédure tout à fait légale. Contrairement aux particuliers, il n'existe pas de trêve hivernale pour les professionnels. Le couple se sent impuissant. On reporte, mais on ne peut pas reporter éternellement et ça s'accumule en fait. On avait une trésorerie qui nous permettait de continuer à travailler. Effectivement, on ne se verse pas de salaire, mais on pouvait payer nos charges intégrales. Là, du fait de ne plus d'avoir d'activité, on ne peut plus rien payer. C'est le deuxième confinement qui nous a complètement fini en fait. Ils comptent désormais sur le fonds de solidarité pour éponger leurs dettes. Comme eux, des milliers de petits commerçants se retrouvent avec la crise en situation de précarité énergétique. Après 2 mois de fermeture, cette restauratrice d'Agen, elle aussi endettée, surveille désormais de près sa consommation. Alors j'allume une lampe sur les 10 pour me permettre d'avoir un peu de lumière et d'être vue. Mais pas plus. Pas plus, pour économiser au maximum. Parce que je ne veux pas effectivement cumuler encore une facture qui ne sera peut-être pas payée. Il y a quelques semaines, son fournisseur d'énergie a failli lui couper le courant. Urgent, coupure programmée pour impayé de 1037,06 €. J'avais les 3 banques réfrigérées pleines, j'avais mes frigos également de plein. Donc ça voulait dire que je perdais plus de 2 000, 3 000 € de marchandises. Plusieurs de ses clients se sont finalement cotisés pour payer in extremis sa facture. On a honte de ce qui nous arrive parce qu'on culpabilise beaucoup. On ne pensait pas devoir faire appel à la solidarité des clients qu'on accueillait au quotidien. Aujourd'hui, elle doit encore solder quelques impayés. Pour l'heure, son fournisseur d'électricité s'est engagé à ne pas réduire ni couper le courant, au moins jusqu'à la mi-janvier. Deuxième partie de ce journal maintenant, plus précisément consacrée à l'actualité dans nos régions. Et d'abord un mot des inondations dans les Landes qui restent en vigilance crue. Ce sont les plus importantes depuis 40 ans dans ce département. Des routes sont coupées, encore beaucoup d'eau dans les rues, comme sur ces images filmées ce matin à Tartas par Nicolas Forestier. Nous avons une pensée pour tous les sinistrés en plein nettoyage. Et puis, on l'évoquait déjà en ouverture de ce journal, l'hiver est plus que jamais bien installé, de la neige en pleine dans une dizaine de départements, des gelées aussi. On grelotte par exemple en Auvergne ce lundi, moins 8 degrés au réveil. Il fallait vraiment sortir bien emmitouflé. À Besse, dans le Puy-de-Dôme, Guillaume Frixon et Céline Olive. Entre le froid et la neige, l'hiver a bel et bien ses paysages de carte postale. Moins 7 degrés à plus de 1000 mètres d'altitude. Et les routes pouvaient être dangereuses même en pleine au petit matin. À la sortie d'un virage verglacé, Antoine s'est fait une belle frayeur. Heureusement, il s'en est sorti indemne. Je roulais 65-70 km/h et sauf que d'un seul coup j'ai perdu le contrôle, il y a un camion qui arrivait en face, j'ai pas voulu prendre le camion donc j'ai choisi le fossé au camion parce que ça voulait pas revenir à droite donc voilà. Dans le village de Besse, la neige est omniprésente, les fontaines sont figées et englouties, alors pour se promener à la fraîche, une seule technique est recommandée pour ne pas glisser. Petit pas, petite vitesse, faire attention, et regardez surtout qu'il ne tombe rien du toit. Moins 4 degrés à 10 h du matin, il fallait donc être bien couvert. Mais ce froid serait presque une aubaine pour certains. C'est bon, ça la tasse, ça la tient. Vous voulez la garder la neige? On en aura pour l'hiver, bien sûr, qu'on la garde. On va pas la donner. Et justement, les agents municipaux vont multiplier les manœuvres toute la journée dans les rues étroites du village. Objectif, déneiger et sécuriser au maximum les trottoirs ensevelis. Dans le village, entre 80 et 1 mètre, c'est à peu près ce qu'il est tombé, oui. Oui, c'est colossal, hein. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça, depuis 89. Moi, depuis 89, je n'avais pas vu une quantité de neige aussi importante. Heureusement, sans vent, les températures restent supportables pour Marie-Pierre, qui va en profiter pour tenter de libérer l'accès à son portail. C'est surtout bon pour les futurs touristes qui vont venir, voilà, c'est bien. Pour moi, ça me réchauffe. Voilà. Mais mauvaise nouvelle pour les frileux, les éclaircies devraient être très rares cette semaine en Auvergne et les températures resteront chaque matin bien en dessous de 0 degré. Ouais, autre ambiance hivernale, cette fois-ci dans le Tarn. On va partir dans la seule station de ski de ce département. Elle est plutôt petite et donc loin de la problématique d'ouverture ou non des remontées mécaniques. D'ailleurs, ces derniers jours, pour les vacances, elle a fait le plein à Laconne. Perrine Mislange et François Guinle. Des sapins qui se courbent, de la neige en abondance. De tels paysages sont assez rares sur les monts de Laconne. Alors les skieurs en profitent.
J'ai skié 3 fois dans la semaine déjà, c'est exceptionnel. On a passé quelques années où il n'y avait vraiment pas de neige. Bonjour. Les années précédentes, la station de ski ne parvenait à ouvrir ses pistes que quelques jours par an et jamais pendant les vacances de Noël. Souvent, vous avez un petit peu de neige qui fond dans la journée ou dans la semaine. Et, voilà, elle n'est pas praticable, quoi. Située à 1000 mètres d'altitude, la Cône est une minuscule station. 3 pistes de ski de fond et une cabane en bois pour seule infrastructure. Alors attention, on a eu une neige très mouillée, donc les chaussures ont du mal à sécher. Eric s'occupe généralement seul du domaine. C'est l'entretien du matériel, la location bien sûr, c'est les informations qui peuvent être données. C'est aussi du contrôle de piste, d'entretien. Voilà. Du coup, je me dois Donc 33. Ici, l'accès est gratuit. On ne paye que la location du matériel. Ça nous permet de faire une journée entre copines à moindre frais. Donc ça, c'est super. Cette année, il y a beaucoup de monde. Certains skieurs ont délaissé les grosses stations aux remontées mécaniques fermées. C'est cocooning, la Savoie, c'est grand espace et tout ça, mais voilà, c'est marrant, c'est super. Là, allez-y, appuyez. Et beaucoup découvrent le ski de fond pour la première fois. Et bien sûr, on n'y arrive pas. On est parti. Sur la piste de luge, on profite de ce dernier week-end de vacances. On n'est pas loin et autant de neige, c'est un régal. Les petits s'éclatent. La pente très bosselée promet quelques belles frayeurs et beaucoup d'éclats de rire. Surtout avec la vitesse, tu peux sauter avec la luge et tu vas vite. N'importe l'âge, le plaisir est toujours le même. Eux aussi ont envie de s'évader. Une petite sortie dans les sous-bois. La piste n'est pas damée. Instant de bonheur en famille. Le froid devrait persister dans les jours à venir. Une année record pour la station du Col de Picotalin. Et toujours dans nos régions, cette histoire à présent d'un cadeau presque de Noël qui va arriver avec un peu de retard dans un petit village de Mayenne. Vège va recevoir 1 million d'euros. Le maire, les habitants sont tout émus. Ils remercient leurs généreux bienfaiteurs. Reportage de Manon Monnier et Sébastien Gersch. Une nouvelle inattendue pour les habitants de Vège. C'est un beau geste pour la commune, c'est chouette. Et puis Monsieur Montillet, c'est une belle personne, c'est une chouette personne. C'est très beau, ouais, c'est beau et je trouve ça super, quoi. D'ici quelques jours, Vège recevra près d'1 million d'euros. Institut pour mes légataires universels conjointes à concurrence de moitié chacune, l'association Les Petits Frères des Pauvres et la commune de Vège. C'est le legs d'une personne éternellement reconnaissante de ce village mayennais de 1200 habitants. Un homme généreux, oui, n'ayant pas de descendants, et puis comme sa femme avait été réfugiée ici pendant la guerre, je pense qu'il a voulu aussi marquer Vège. Marcel Montillet n'a jamais vécu au village. Il a habité toute sa vie en Île-de-France. À son décès en mai 2020, il est pourtant enterré ici avec sa femme. Marcel revenait régulièrement ici, en particulier dans ce cimetière, sur cette tombe où il s'asseyait. Ça pouvait être pendant 1 heure et il parlait avec sa femme. Pour lui rendre hommage, la commune va embellir le cimetière et le parc du village juste à côté, qui prendra son nom d'ici quelques mois. C'est un endroit en plus où il repose et donc pour nous, ça nous tient à cœur de rénover tout ce parc en particulier. Ce sera le premier projet, je crois, avec ce legs. C'est un peu comme s'il n'était jamais parti. C'est vrai que tout de suite, tu sympathises. Tout de suite, il tutoyait. Moi, ça m'a fait du bien. Je dis au moins, on aura un souvenir de lui. Le village de Vège a marqué éternellement Marcel Montillet. C'est à son tour de partager sa générosité. Cette question, maintenant que nous sommes nombreux à nous poser après les fêtes, vous avez peut-être défait votre sapin de Noël ces derniers jours, mais comment faire pour s'en débarrasser dans les règles de l'art? Vous allez sans doute être surpris, il existe plein de solutions pour les recycler. Regardez, entre Chambéry et Lyon, Christophe Buisine, Céline Blancpain et Eric Nappi. Viens Maëlie, on va ranger les accessoires du sapin. Un petit pincement au cœur. Pour Maëlie, 6 ans, les fêtes de Noël sont bien terminées. On décroche boules, guirlandes, sans oublier le plus important. Tu récupères les toiles. Je suis un petit peu triste parce que j'aimais bien les sapins. Il y a un moment, les choses elles commencent, elles finissent et puis on repart sur un nouveau cycle.
un nouveau cycle s'est donné une seconde utilité. Depuis 2 ans, une agricultrice de Vauglan en Savoie s'est mise en tête de collecter les sapins. Salut Maya, regarde ce qu'on apporte pour les biquettes. Tout simplement parce que ces 26 chèvres en sont friandes, elle espère cette année en recueillir près de 200. Je me suis renseignée, j'ai vu que ça apportait plein de minéraux, de vitamines, qui étaient très bonnes l'hiver. Donc on s'est lancé comme ça à récupérer les sapins. Cette année, on avait hésité, on avait dit on prendrait un sapin artificiel. Et en fait, non, on va continuer à prendre du naturel, juste pour le plaisir de venir l'apporter là, que ma fille joue avec les animaux, apprenne à les découvrir. Solution plus classique, les grandes agglomérations ont pris l'habitude d'instaurer des points de collecte comme ici à Lyon. Les citadins les utilisent volontiers, mais ignorent souvent ce qu'il advient ensuite de leurs sapins. Si chacun met son sapin en bas de chez lui ou alors dans les poubelles, c'est une catastrophe, quoi. J'espère que ça sera recyclé et ça sera pour un meilleur usage après. Retour à Chambéry sur cette plateforme de compostage. Ici, on recycle tous les végétaux et notamment chaque hiver les 3 tonnes de sapins collectés en centre-ville. Alors ce sapin va être broyé. Ensuite, il va rejoindre un tas de fermentation qui va durer plusieurs semaines jusqu'à environ 6 mois. Et ensuite, il y a une opération de tamisage qui va permettre de créer un produit fini. Ce compost sera vendu aussi bien aux agriculteurs qu'aux particuliers. Dernière précision, l'abandon de votre sapin sur la voie publique est passible d'une amende de 150 €. Et oui, c'est toujours bon de le rappeler. Au revoir donc le sapin, bonjour. La galette, une tradition en chasse une autre. L'épiphanie, ce sera après-demain, mercredi. Dans beaucoup de familles, on a commencé à tirer les rois, comme on dit, dès ce week-end. Une période très importante pour les boulangers, bien sûr. À Pornic, en Loire-Atlantique, on retrouve Manon Monnier, Sébastien Guerche et Xavier Baumel. Bien dorée et voluptueuse, les galettes des rois sont une nouvelle fois le petit bijou du début d'année. Pour nous, c'est une fête traditionnelle, familiale, où on se retrouve autour d'une table, les enfants sous la table. Ah, on n'y échappe jamais parce que c'est le premier qui tombe sur la fève qui a perdu, c'est super. Le gage, c'est d'aller racheter une galette. Si l'événement de la nouvelle année, on fait ça dès le début, donc c'est quelque chose de symbolique. Galette frangipane ou briochée, certains n'arrivent pas à se décider. J'ai les deux chez moi, j'ai et la briochée et la pâte d'amande. Vous n'arrivez pas à vous décider? Non, on prend une part de chaque, c'est meilleur. Je vous souhaite tous mes bons vœux. En 2021, la galette des rois joue un nouveau rôle. Faire avoir une année quand même nettement meilleure que celle qui nous a précédés, hein, et puis avoir un peu plus de bonheur. Donc ça commence par une bonne galette. Absolument. C'est vrai que cette année, je pense que la galette va être d'autant plus importante. Merci bien, au revoir. Et pour cause, les ventes ont augmenté de 25% cette année. À la boulangerie du port de Pornic, on fabrique 500 galettes par jour. Théo est apprenti, il a l'une des missions les plus importantes, réussir un beau feuilletage. Parce que sinon elle n'a pas de volume, puis elle sera toute plate et pas bonne. Pour le montage, c'est une affaire d'équipe. Théo met de l'eau, Mel met la crème d'amande, moi je mets les santons, Diego les ferme, et on a la chaîne. Il y en a 500 à faire aujourd'hui. Alors là, je suis en train de lamer les galettes, donc c'est la signature propre à chaque entreprise. Avec une cuisson bien maîtrisée, difficile de résister à cette pâtisserie gourmande et réconfortante. Effectivement, difficile de résister. On en vient à la toute dernière partie de ce journal, l'hiver du 13h. Et nous avons 2 très belles séries à découvrir. La première va nous aider à faire connaissance. Et si nous partagions le pain ensemble? Toute cette semaine, on va aller à la rencontre de boulangers passionnés. À chaque terroir, sa spécialité. On commence avec le pain gascon. À Bordeaux, Grégoire Guisteau, Julia Gardet et Christophe Brousseau. Pour Serge, la journée de travail commence chaque soir à 20h. La cheminée, on ouvre les hurrahs, on ouvre la porte. Je n'ai pas trop l'habitude, comme ça fait que 40 ans que je le fais. Depuis l'âge de 19 ans, ce boulanger exerce avec passion l'art délicat de la fabrication du pain au feu de bois. Là, on referme la porte, comme ça le four a plus de tirage. Donc de suite, on entend. Ce four date de 1765. On y cuisait déjà du pain sous Louis XV et depuis rien n'a changé. Si tu loupes ta chauffe, tu loupes ta fournée. Tu fais une mauvaise pâte, tu loupes ta fournée. Tu chauffes mal ton four, tu loupes ta fournée.
Et la spécialité du pétrin moissaguet, c'est le pain gascon. Cette pâte a reposé une bonne journée avant d'être enfournée. Les pains les plus gros, on les met au fond, et les plus petits, devant. Donc chaque fois, on rétrécit un peu le grammage du pain. Elle va cuire ensuite 1h30. Ce vaste four de 24 mètres carrés engloutit jusqu'à 180 kg de pain par fournée. Et à la sortie, la chaleur du feu a fait son travail. Là, voilà, donc là, un pain parfaitement cuit. Donc moi, le pain, je vais l'entamer, mais bon, désolé, comme mon grand-père. Il est brûlant. Voilà le résultat. Un pain de garde à la mie serrée et à la croûte épaisse. Après, croustillant, ça veut dire que c'est cuit aujourd'hui. Mais par contre, ce pain-là, vous le gardez une petite semaine. Allez, 4-5 jours. 3 boulangers se relaient toute la nuit devant le four. Et à 6h du matin, à l'heure des croissants, lorsque le jour se lève à Bordeaux, la mise en place a lieu dans la boutique. Il le met en bac et on le passera dans le... C'est du seigle. Il faut faire vite, car les premiers clients sont déjà là. 1,10 € s'il vous plaît. Il n'y a pas que le pain gascon, c'est l'ensemble de la production de cette boulangerie et un peu pâtisserie qui est excellente. Et surtout, il y a un rapport qualité-prix qui est difficilement trouvable. Il y a un goût qui est comme le pain qu'on avait quand on était gamin au village. Et voilà. Nous, on cherche le pain de campagne et celui-là, il nous convient bien. Pour le week-end, Serge fabrique une spécialité locale, la couronne bordelaise. Un pain de fête traditionnel à partager en famille ou entre amis. Le but du jeu, c'est avoir un four à bonne température pour que ça vous cuise le pain ici, que ça crame pas ici et que ça crame juste sur la collerette. Quand vous avez un four à bois sans thermostat, sans rien, avec un mec comme moi qui a quitté l'école en CM2, qu'on arrive à faire ça, moi je peux vous dire que c'est vraiment sympa. Sans huile d'olive, sans rien. Voilà, on ne trafique pas, on n'est pas des scientifiques, on est juste des boulangers. Et si cet artisan est si fier de son outil de travail, c'est parce qu'il est sans doute en France l'un des plus vieux fours à bois encore en activité. Ouais, magnifique fournil. Demain, on ira en Normandie goûter du pain brillé. Et maintenant qu'on a le ventre plein et qu'on est bien réchauffé, on peut repartir à la montagne. Cette semaine, on va la passer dans les pays de Savoie. Alors, pas avec ceux qui y sont en vacances, non, avec ceux qui y vivent toute l'année. Et en hiver, ce n'est pas toujours simple. À Bionnassé, au pied du Mont Blanc, Gaël Charnet et Quincy Russell. C'est d'abord une route étroite, bordée de paravalanches, qui semble mener nulle part. Et puis enfin, là où vous pensiez ne trouver qu'arêtes effilées, que glaciers inaccessibles, il y a des chalets et des hommes, aux pieds montagnards. Ah ouais, la montagne, hein, c'est pas, ça s'invente pas. Donc il faut bien s'équiper. Bionnassé et sa trentaine d'habitants qui semblent chaque jour faire allégeance au royaume du Mont Blanc. L'aiguille du goûter où on voit les refuges. Et derrière, vous avez le Mont Blanc qu'on n'aperçoit pas d'ici parce qu'on est trop près. Quand il y a un redout au printemps, ça glisse, donc ça fait des avalanches. Et nous, ici, on est au spectacle. C'est-à-dire qu'on les regarde, c'est vraiment fabuleux et on n'a aucun danger puisqu'on est loin. Elles sont là, elles sont avec nous, on vit avec elles. Vivre avec les montagnes, comme Monique et ses brebis, taillées pour y résister depuis 3 générations. Alors les filles, viens. Venez. C'est des conditions de vie l'hiver qui sont quand même difficiles. Donc c'est vrai que ça forge le caractère et ça attache. Parce que il y a des jours c'est compliqué pour descendre, il y a des jours la route est mauvaise. C'est pas tous les jours facile quand même. On ne s'attend pas à ce qu'on nous aide. On est capable de se prendre en main, de faire les choses. Longtemps, Bionnassé a vécu en autarcie, sans route. Une vie rude, celle de leurs ancêtres, qu'ils ne veulent oublier. Pour donner une opinion combien ils étaient pauvres, elle avait un trou au bout. Ils ont mis une pièce au bout. Elle avait un trou sur le côté. Ils ont mis une pièce pour la prolonger.
François en a gardé les objets, le geste. J'imite un petit peu la marche des anciens. Ils allaient chercher les sacs de farine qui chargeaient là-dessus. Et le goût du labeur. On mettait la crème là-dedans et on battait le beurre. Là, on faisait fumer les jambons, les saucissons, les saucisses, le lard. 3 siècles de mémoire à Bionasset, qu'il a soigneusement rassemblé dans son petit musée. Comme un hommage à ses résistants, un cadeau de l'histoire. Je trouve qu'on n'a pas le droit d'oublier le passé. On vit bien maintenant, on est toujours en train de pleurnicher, il y a quelque chose, mais s'ils avaient connu la difficulté, la dureté de la vie que j'ai connue quand j'étais enfant, on en a bavé, mais on l'aime. Je ne veux pas me défaire de Bionasset. C'est chez moi, c'est toute ma vie. Il les a parfois fait souffrir, mais ils sont comme cramponnés à lui. C'est magique, c'est trop beau. On voudrait que tout ça s'arrête jamais. Ouais. On est désenracinés, nous deux. Peut-être parce qu'on en a bavé jeune, je ne sais pas, peut-être que c'est dans nos tripes. Nous retrouvons Monique, qui tient à nous montrer la chapelle du village. Autre héritage tout aussi précieux. Vous pouvez remarquer qu'il y a encore les noms de certaines personnes dessus. C'était construit par nos anciens, il faut le préserver. Et leur isolement fait aujourd'hui rêver. Le hameau que l'on a déserté au fil des siècles, pour une vie meilleure, se repeuple. Vincent, gamin, y venait en vacances. Il y construit désormais des chalets. Depuis tout petit, je savais que j'allais venir vivre ici. Du fait de l'image des anciens, de tailler ces trucs à l'ancienne, tout ce qui est construction, les foins, les animaux. J'ai rien inventé, c'est des choses qui doivent se perpétuer. Et puis on doit garder quand même une identité. À Bionasset, au pied de l'aiguille du même nom, à la droite du Mont Blanc, les hommes passent, les montagnes restent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper la belote? Chaque hiver un peu plus fragile. Aux jeunes générations, d'en être désormais les gardiennes. Oui, et voilà pour ces très beaux témoignages de montagnards. Demain, nous serons dans un autre village en hiver, Fesson-sur-Salins, en Haute-Savoie. D'ici là, un mot de la bourse, elle est en grande forme, plus 1,65%, 5643 points. À suivre, la météo d'Evelyne Delia. Ce soir, à 19h45 et 20h, vous retrouverez Gilles Boulot. Nous, on se quitte avec ces belles images de neige dans le Gard. On y était tout à l'heure, on y retourne, c'est tellement beau. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.